Hey, comment qu'on commence cette vidéo-là? Faudrait bien qu'on ait une amorce ou de quoi, me semble. Hey, t'es correct? On fait quoi? Je sais pas, moi, on va demander à ChatGPT. On fait quoi quand mon ami tombe à terre et ne répond plus? Voyons donc, où est-ce que vous avez trouvé cette idée-là? Commençons avec un petit cours d'histoire. Même si on peut penser que l'histoire de l'intelligence artificielle est très courte, c'est tout le contraire. En effet, nous devons reculer près de 75 ans en arrière pour observer la première apparition de l'intelligence artificielle. C'est en 1956 que le mot intelligence artificielle est utilisé pour la première fois. Ensuite, jusqu'en 1970, les avancées effectuées sont très prometteuses et les scientifiques pensent que les machines intelligentes vont arriver très rapidement. Mais les années 80 et le début des années 90 s'avèrent très difficiles pour l'intelligence artificielle, alors que les recherches scientifiques ne sont pas à la hauteur des attentes. Ceci fait en sorte qu'il y a moins de financement et donc moins de progrès. Malgré ce ralentissement, un événement important ressort de cette période, alors que le mathématicien Alan Turing ouvre le bal sur le sujet de l'IA. Effectivement, il a inventé en 1950 le test de Turing, qui permet d'observer si une machine est capable d'imiter la conversation humaine. OK, mais comment est-ce que ça marche, ce test-là? C'est très simple. Un humain pose des questions à l'aveugle et à l'écrit à deux interlocuteurs, un être humain et une machine. Avec les réponses qu'il reçoit, l'être humain tente de faire la différence entre l'humain et la machine. S'il n'y parvient pas, on peut alors estimer que la machine a réussi le test et qu'elle a une très bonne capacité à copier l'intelligence humaine. Mais après tout ce temps, ce test-là a bien évidemment été passé. En juin 2014, à un concours marquant le 60e anniversaire du décès de Turing, une intelligence artificielle nommée Eugène, qui jouait le rôle d'un enfant de 13 ans, a réussi à tromper 33% des juges. Donc c'est considéré comme la première fois qu'une intelligence artificielle a réussi à passer le test. Mais récemment, ChatGPT, spécifiquement ChatGPT 4.5, dont tout le monde a entendu parler, a réussi à convaincre 73% des évaluateurs qu'il était humain. Donc c'est un grand progrès. C'est d'ailleurs une des forces des IA génératrices de texte. Elles sont très bonnes pour imiter les humains. Imaginons un court vidéo de Dominique qui parle. Pour être réaliste, il faudrait générer Dominique, le décor, les bruits ambiants, la voix et surtout le langage non verbal qui est propre aux humains, qui est très compliqué, très subtil, mais très important. Par contre, seulement imiter des phrases écrites, ça, c'est beaucoup plus facile. L'intelligence artificielle, c'est donc bien merveilleux, n'est-ce pas? En effet. Mais qu'en est-il des enjeux éthiques? Il doit bien en avoir, non? J'imagine, mais c'est quoi un enjeu éthique déjà? Un enjeu éthique, c'est une situation ou une problématique qui soulève une question de valeur, de morale ou de justice. Il oblige à réfléchir à ce qui est considéré comme bien ou mal, juste ou injuste, dans un contexte donné. Nous allons donc regarder ce schéma pour nous faire une idée. Donc, pour simplifier le tout, nous l'avons divisé en 6 grandes catégories. Les emplois, la désinformation, les données, le droit d'auteur, l'environnement et la surveillance. Ce sont ces 6 grandes catégories qui sont les plus importantes pour analyser le tout. Bien sûr, il en existe d'autres, mais ce sont les 6 plus importantes pour analyser les enjeux éthiques. C'est bien beau ces enjeux-là, mais est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on parle d'IA en premier lieu? Je sais bien que tout le monde en parle récemment, mais pourquoi maintenant? Il doit y avoir une raison quand même. Bien Samuel, c'est très simple. L'intelligence artificielle prend maintenant tellement de place dans la vie des gens et cela grâce à, entre autres, son évolution rapide dans les dernières années. En effet, le ralentissement que j'ai mentionné plus tôt des années 80 et 90 prend fin en mai 1987 lorsque le champion du monde d'échecs est battu par une intelligence artificielle. Cet événement change grandement la donne et relance la recherche sur l'IA. C'est à partir de 2010 qu'on commence à observer des résultats concrets de ces avancées. Effectivement, l'intelligence artificielle parvient entre autres à gagner un jeu télévisé basé sur des connaissances générales en 2011. Ensuite, une année plus tard, Google crée une intelligence artificielle capable de reconnaître des images comme des animaux, des objets. Bref, le domaine de l'intelligence artificielle commence à évoluer très rapidement et c'est il y a 5 ans environ que nous avons commencé à voir son impact réel dans notre société alors que des intelligences artificielles comme ChatGPT, par exemple, sont devenues publiques et accessibles par tout le monde. Il est possible à monsieur, madame, tout le monde d'effectuer des tâches très complexes en quelques secondes. Cette évolution est liée au fait que l'IA est maintenant capable d'apprendre d'elle-même, mais surtout qu'elle est maintenant connectée à des ensembles de données massifs,
si massif qu'on ne serait même pas en mesure de l'analyser. N'oublions pas que les données pour l'intelligence artificielle, c'est comme les ingrédients pour quelqu'un qui cuisine. C'est la base. Mais comment ça marche réellement? Eh bien, je vais répondre à ça sous peu, mais avant, pour bien comprendre son fonctionnement, il faut bien comprendre son but. Essentiellement, l'intelligence artificielle vise à reproduire des compétences humaines comme le raisonnement, la planification et la résolution de problèmes. En gros, elle sert à faire les tâches qu'on lui demande. Généralement, elle sert à traduire nos mots en ce que l'on veut, comme du code, des images, des tâches, des textes écrits et bien autre chose. Ce que Samuel vient de décrire, en fait, c'est un type d'IA génératrice. C'est-à-dire qu'elle prend du texte ou des données et elle génère une réponse. Il y a un produit clair et concret à la fin du processus. Mais en réalité, il existe plein d'autres types d'intelligence artificielle, chacune avec son domaine spécialisé. Nous les avons regroupés en 5 types principaux. Ces modèles fonctionnent souvent de façon similaire, car ils reposent tous sur la même architecture logicielle Transformer derrière. Ils semblent se multiplier plus vite qu'il est possible de suivre, mais en réalité, ils apprennent à prédire le mot suivant pour rédiger des résumés, des poèmes ou même du code en quelques secondes, et ce, en s'entraînant sur d'immenses ensembles de textes. Genre des millions de livres? Ouais, mais pas juste. Il y a aussi des forums, des sites web, des manuels, tout ce qu'ils trouvent dans le fond. Ici, l'algorithme apprend à créer des ressources visuelles en partant de milliers d'exemples. Il retire le bruit, peu à peu, d'une image aléatoire pour faire apparaître la scène décrite par votre prompt. Midjourney, DALL-E ou Sora permettent de générer dessins, ressources marketing et courts-métrages en un clin d'œil. Genre, si j'ai besoin d'un logo pour mon projet de français, mettons. Ouais, il t'en propose 10 en moins d'une minute, et certains sont vraiment pas pires. Ces systèmes scrutent des données pour anticiper tendances et événements. Ils repèrent des schémas dans les chiffres au fil du temps pour, par exemple, prévoir la météo, détecter une panne avant qu'elle ne survienne, ou même suivre l'évolution de certaines maladies. De nos jours, la majorité des investissements faits sur Wall Street sont faits par des algorithmes utilisant cette forme d'IA d'une façon ou d'une autre. Je te suis jusque-là, mais après ça, les pensées, ça, c'est de la science-fiction quand même. Eh bien non. Des projets comme ceux d'INRIA, un institut de recherche national français, s'y intéressent sérieusement. Mais bon, c'est un sujet pour une autre fois. Basés sur des réseaux capables de repérer formes et motifs, ces IA sont capables de détecter visages, objets ou mouvements, de transcrire la parole en texte ou d'identifier ce qui se passe en temps réel à l'écran. Siri, Google Lens ou la vidéosurveillance sont des exemples concrets. Dis Siri, est-ce que tu es une intelligence artificielle? Elle est pas mal simple, mais oui, c'est une forme d'IA. Ces systèmes qui combinent intelligence artificielle et mécanique, des humanoïdes de Boston Dynamics aux exosquelettes médicaux, prennent des décisions en direct selon leur environnement. Donc, ça ouvre beaucoup d'applications dans le monde du travail, notamment dans les usines. Genre le robot qui se plante en marchant. Ouais, mais ils tombent moins souvent qu'avant. L'intelligence artificielle va certainement prendre plus de place dans le marché du travail. On sait maintenant que l'intelligence artificielle est en émergence grâce à l'évolution de la collecte de données. Mais comment utilise-t-elle ces données? Premièrement, elle utilise ces grands ensembles de données fusionnés, qui sont appelés des modèles de données, et les analyse pour en extraire des schémas et formuler des prédictions. C'est ce qu'on appelle le deep learning. En gros, ChatGPT fonctionne un peu comme bot autocorrecteur. Il analyse ce qui est écrit et se fie à son modèle de données pour regarder ce qui serait le plus probable de venir à la suite. Bref, il est excellent pour effectuer des liens. On comprend donc que les modèles de données ont besoin d'énormément de données afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'intelligence artificielle et ça permet justement d'accomplir des choses extraordinaires. Mais Samuel, il faut faire très attention à la collecte de données et ne pas oublier que ce sont nos données. Il faut se demander si c'est sécuritaire. Les données sensibles comme les mots de passe, les dates de naissance, les visages ou encore les cartes bancaires peuvent être à risque. Bien que le danger ne soit pas inexistant, des moyens décrits par le Commissariat de la protection de la vie privée existent et nous confirment qu'il existe des restrictions à ce propos. En effet, l'intelligence artificielle est tenue de limiter la collecte d'informations aux informations nécessaires à son bon fonctionnement. De plus, elles sont tenues à la transparence et sont forcées de citer explicitement les données collectées. Mais même avec des moyens de protection comme ceux-ci, il en tient à l'utilisateur de ne pas révéler d'informations personnelles et sensibles. Comment est-ce que l'IA comprend ce que l'on dit?
C'est une question qu'on entend souvent, mais c'est une question piège, tout simplement parce que l'IA ne comprend pas du tout ce que l'on dit. S'il n'analyse que les probabilités et les statistiques, on peut dire qu'il ne fait que se fier à sa logique, et il arrive à faire cela grâce au NLP ou le Natural Language Processing, ce qui veut dire traitement du langage naturel. Dans le fond, quand on écrit un prompt, la couche NLP traite les mots de cette requête et les simplifie en mots-clés pour que l'IA reçoive seulement l'information importante pour ensuite envoyer le tout aux autres couches de traitement. Elle arrive même à détecter les émotions dans une phrase et même l'intonation. Nous allons donc demander aujourd'hui à un professionnel de l'intelligence artificielle. Bonjour Jimmy. Bonjour. Donc, on sait que l'intelligence artificielle fonctionne avec des modèles statistiques et de probabilité. Selon toi, penses-tu qu'il y aurait des enjeux éthiques qui pourraient subvenir de ce mode de fonctionnement-là? En fait, il y en a beaucoup. Là. Je donne un exemple là, qui est assez concret. Là. Si on parle, mettons, statistiquement au Québec, il y a beaucoup plus d'infirmières que d'infirmiers. Ouais. Ouais. Donc, une intelligence artificielle qui va parler du métier va immanquablement parler d'infirmières, va parler au féminin. C'est que ça en est un biais. Voici comment on peut interpréter un réseau de neurones. Chaque rond ici est un neurone et chaque neurone de chaque couche de traitement communique avec les autres pour traiter l'information qu'ils reçoivent et la comparent à leur modèle de données. Dans le cas de ChatGPT, le nombre de couches doit être optimisé pour retourner le meilleur résultat possible, mais dans le cas de la génération d'images, ce nombre de couches peut être changé par l'utilisateur. Donc voici l'image avec un nombre de couches parfait. Ici, l'image est belle et cohérente. On peut voir qu'il n'y a presque pas d'erreur dans les formes. Maintenant, voici l'image qui manque clairement de couches. Ici, l'image est laide. Les formes sont bizarres et on comprend rapidement qu'elle n'a pas de sens. En revanche, mettre trop de couches n'est pas nécessairement mieux parce qu'ici, l'image a clairement trop de détails, car un nombre de couches trop élevé force l'IA à rajouter des détails même si ce n'est pas pertinent. En d'autres mots, elle ne savait pas quoi rajouter. Nous n'avons pas besoin de revenir très loin en arrière pour étudier l'histoire de l'intelligence artificielle. Effectivement, un événement très important lié au domaine de l'IA s'est déroulé en mai 2023, alors que Geoffrey Hinton, lui qui est considéré comme le parrain de l'intelligence artificielle, a quitté son emploi chez Google pour envoyer un message d'avertissement à la planète face au danger de la mauvaise utilisation de l'intelligence artificielle. Dominique, que penses-tu de cet enjeu? Ouais, c'est justement un enjeu très important, Guillaume. Justement, si on regarde l'intelligence artificielle de Twitter TAI, on peut le constater assez facilement. Parce que cette intelligence artificielle est devenue raciste et nazie en moins de 24 heures à cause de la mauvaise utilisation de celle-ci par ses utilisateurs. Comme on peut le voir à l'écran, TAI a émis des opinions controversées sur les Mexicains, a aussi émis des opinions controversées sur les génocides et plusieurs autres. Il est donc important, comme nous dit le Commissariat de la protection de la vie privée du Canada et l'UNESCO, de protéger l'intelligence artificielle pour éviter la mauvaise utilisation par les utilisateurs. Bon, finalement, c'était pas juste une chute dramatique, hein? C'était le début d'une réflexion pas mal plus profonde. Ouais. L'intelligence artificielle, c'est pas juste un robot qui parle ou une appli pour tricher. C'est un outil puissant qui peut autant construire qu'empoisonner. Oui, mais l'enjeu, c'est pas qu'est-ce qu'elle peut faire, c'est qu'est-ce que nous, on va en faire en tant qu'individu et en tant que société. Et c'est là que les vraies questions commencent. Est-ce qu'on va l'utiliser pour se simplifier la vie ou pour se remplacer? Pour s'éduquer ou pour manipuler? Mais bon, la prochaine fois qu'un ami va tomber au sol, on va savoir quoi faire. Merci, ChatGPT!